Allez YouTube, aujourd'hui je réponds à vos questions sur les finances. La semaine passée je vous ai demandé sur mon Instagram de me poser vos questions que vous avez sur les finances. Fait que si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, allez le faire maintenant si vous voulez participer aux prochaines vidéos de ce genre là. J'ai pris en note vos questions, mais petit disclaimer avant de commencer, je pense que c'est évident mais je suis pas une professionnelle en finance. Fait que si c'est ça que vous recherchez présentement, vous n'êtes pas à la bonne place. Je vais juste donner mon avis, mes connaissances sur les finances personnelles parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, mais je ne suis pas une professionnelle, je suis juste une fille bien normale de 21 ans et je vous partage qu'est-ce que moi je connais sur le sujet. Si c'est quelque chose qui vous intéresse et ça vous tente d'en apprendre plus sur les finances, c'est parti. La première question, c'est quelque chose qui revient très souvent et c'est à quel âge on doit ou on peut commencer à épargner. Également, je pense que vous avez le droit n'importe quand d'avoir un compte épargne. Moi, quand j'ai changé de banque à 13 ans, j'ai commencé un compte épargne puis j'ai commencé à épargner. Fait que oui, c'était vraiment de la base, mais juste pour commencer l'habitude d'épargner. Il y a plusieurs personnes qui en parlent, puis si vous voulez lire là-dessus, c'est super intéressant, mais c'est cette dizaine d'années-là qui peut être vraiment décisive dans votre retraite et qui va faire que vous avez des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars de plus dans votre compte parce que vous avez commencé quelques années plus jeune à épargner. Le plus gros mythe qu'on entend aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut être riche ou avoir beaucoup d'argent pour commencer à épargner ou à investir. C'est tellement faux. Même si vous n'avez pas beaucoup d'argent, je vous conseille vraiment de le faire tout de suite. Le prochain sujet, c'est quelque chose que je parle vraiment beaucoup dans mes vidéos finances et on me demande comment fonctionnent les CELI. Premièrement, un CELI, ça veut dire quoi? C'est un compte épargne libre d'impôt. Donc ça le dit dans le nom, vous ne payez pas d'impôt sur l'argent que vous allez faire dans un CELI. Contrairement à un REER, quand vous allez sortir votre argent, vous ne payerez pas d'impôt sur le capital que vous avez gagné. Quand vous sortez un REER à votre retraite, vous payez de l'impôt sur ce revenu-là parce que c'est considéré comme un revenu quand vous le retirez. Ça a été instauré il y a plus que 10 ans puis c'est vraiment fait pour que vous épargniez de façon libre d'impôt et que vous gardiez votre argent dans vos poches. Si vous avez un compte épargne normal et que vous faites assez d'intérêt dessus, vous allez payer de l'impôt. Le CELI, c'est quelque chose dans lequel vous pouvez investir à partir de vos 18 ans et chaque année après votre majorité, vous avez le droit à la limite de cotisation annuelle qui est pareil pour tout le monde. Si je me trompe pas présentement, je vais l'écrire ici, mais je pense que c'est 6 000 $ pour l'année 2021. Donc tout le monde a le droit au même montant, on est tous sur le même piédestal. Comme moi, vous avez été majeur en 2018, ben moi j'ai eu 2018, 2019, 2020, 2021 pour épargner dans mon CELI. Cette cotisation-là s'accumule, même si vous n'avez pas l'argent maintenant pour le placer, vous perdez pas ces années parce que vous n'avez pas l'argent maintenant. C'est vraiment vous qui choisissez où vous placez votre CELI, fait que si vous décidez que vous placez à un endroit un peu plus risqué ou pas, vous avez vraiment cette option-là, fait que vous pouvez placer dans un certificat de placement garanti, vous pouvez mettre des actions, des fonds, négocier en bourse. Et dépendant de la façon où vous décidez de placer votre CELI, vous allez pouvoir avoir des façons plus risquées ou pas, faire un portefeuille diversifié avec plus de risques, moins de risques. Et comme ça, vous allez avoir des CELI où vous savez qu'ils sont plus garantis avec des bas taux d'intérêt. Donc, vous pouvez choisir les actions et y aller un petit peu plus risqué dans vos investissements. On me demande quelle est la meilleure façon de financer son CELI, donc par mois, par année. Personnellement, moi, je préfère placer tout en même temps et pas avoir besoin de m'en occuper et d'y repenser pendant l'année. Donc, au tout début de l'année fiscale, j'appelle mon conseiller financier et je place dans mon CELI, dépendant de quel placement je veux faire cette année-là. En 2021, le 4 janvier, c'était déjà tout réglé et ma cotisation limite était déjà faite pour l'année. Donc, j'ai juste besoin de m'en occuper l'année prochaine pour 2022. Si vous vous sentez plus confortable ou que vous avez juste assez d'argent pour placer à chaque mois au lieu de placer un super gros montant au début de l'année, vous pouvez vraiment fonctionner comme ça. Ça dépend de la façon que vous êtes le plus à l'aise. Normalement, quand vous investissez dans un CELI, vous n'êtes pas censé aller repiger dedans tout le temps. C'est plus quelque chose qui est à long terme, même si vous avez le droit d'y toucher. Donc, si vous sentez que vous n'êtes pas super confortable de mettre un gros montant tout de suite et de vous commit à ça, vous pouvez décider de le mettre par mois si vous êtes plus confortable. Moi, je le fais par année, c'est votre choix. Puis allez voir, pour placer son argent, c'est très simple. Il faut aller voir un conseiller financier. C'est un professionnel là-dedans et il s'y connaît. À moins que vous ayez vraiment les connaissances et que vous vous sentez super à l'aise pour le faire vous-même, moi je vous conseillerais d'aller voir un professionnel. Votre conseiller financier, c'est censé devenir votre meilleur ami et une personne à qui vous faites confiance. Fait que faites vos recherches avant, informez-vous dans votre entourage quelles personnes ils vont voir, s'ils sont satisfaits et trouvez quelqu'un en qui vous avez confiance et vous sentez écouté. C'est super important que votre conseiller écoute vos besoins et qu'il fasse dans votre intérêt et non dans le sien. J'ai vraiment confiance en mon conseiller financier. Je suis allée voir le même que mon père allait voir depuis des années et je lui fais entièrement confiance avec mon argent. Je peux avoir accès à tous mes documents. Fait que c'est vraiment clair, c'est une vraie compagnie, je sais qu'il est certifié et qui est connu. Donc je suis pas allée voir quelqu'un qui fait quelque chose dans son sous-sol et qui est pas trop clair dans ses investissements. Si vous voulez juste ouvrir un compte épargne ou avoir une carte de crédit, c'est pas la bonne personne à aller voir, mais si vous voulez vraiment commencer à investir et de le faire de façon intelligente, allez voir un conseiller financier. Quelles sont les étapes à suivre si vous êtes quelqu'un qui n'a pas de connaissances et qui veut commencer à investir? Pour répondre à cette question-là, je vous conseillerais vraiment d'aller voir le post de Elle Investit sur Instagram. Je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos pour aller voir son compte. Elle a parti un compte Instagram
Instagram qui est faite pour informer les femmes et les aider à investir puis à gérer leurs finances. Fait que je vous conseille vraiment d'aller voir son post sur le sujet. La première étape que vous devriez suivre, c'est de rembourser vos dettes à taux élevé avant même de commencer à investir. C'est très important de déterminer quelles sont vos dettes qui sont les plus urgentes à rembourser. Si vos dettes ont plus que 5% d'intérêt dessus, la priorité que vous devriez mettre, c'est de rembourser ces dettes-là avant autre chose. Donc que ce soit une carte de crédit, un prêt étudiant, toutes les dettes qui ont en haut de 5%, concentrez-vous là-dessus avant de passer à la prochaine étape. Pourquoi en haut de 5%? Si vous commencez à investir mais que vous n'avez même pas un rendement qui est égal à ce que vous payez d'intérêt sur vos dettes, c'est contre-productif. Donc si c'est en bas de 5%, ça peut valoir la peine, mais si c'est en haut, vous devez vous dépêcher de rembourser ces dettes-là. Étape 2, c'est de bâtir un fonds d'urgence. Il y a plusieurs écoles de pensée là-dessus, mais les 3 principales façons que vous pouvez le faire. La première option, c'est de ramasser l'équivalent de 3 mois de vos dépenses. La deuxième option, c'est de ramasser 3 mois de vos revenus. Et l'autre option, c'est de choisir un montant fixe sur lequel vous sentez à l'aise, que vous croyez, qui pourrait vous aider dans un temps d'urgence, par exemple 2, 3, 5 000 $. C'est vous qui choisissez le montant, mais moi je conseille d'y aller avec 3 mois de vos dépenses. Et rappelez-vous que c'est un fonds d'urgence et non un compte d'épargne pour vos prochains voyages. Vous n'êtes pas censé y toucher à moins qu'il y ait une vraie urgence. L'étape 3, c'est de commencer à investir selon votre profil d'investisseur. Donc comme je l'ai dit plus tôt, c'est bien d'aller voir à ce moment-là un conseiller financier qui va vous aider à établir c'est quoi votre profil d'investisseur et à répondre à ces questions-là avec vous. Donc c'est quoi vos buts à court terme, vos buts à moyen terme, vos buts à long terme et qui va vous aider à prendre des décisions qui sont adaptées à vos besoins et à vos objectifs. Et la quatrième et dernière étape, c'est de garder vos objectifs en tête même quand vous avez commencé le processus d'épargne et que vous sentez que vous avez commencé à investir, que ça va bien. Gardez quand même ces objectifs-là en tête. C'est bien de regarder de temps en temps de quoi on a vos investissements, même si c'est pas quelque chose qui vous intéresse tant que ça. La prochaine question, comment bien choisir sa banque? La chose principale que vous devez vous demander quand vous choisissez votre banque, c'est quels sont vos besoins? Est-ce que vous avez besoin de voir quelqu'un face à face en succursale? Est-ce que vous avez souvent besoin d'avoir accès à un guichet? C'est quand même des questions qui sont importantes parce que c'est important de savoir s'il y a des succursales qui sont autour de chez vous. Il y a des banques maintenant qui sont complètement en ligne, donc c'est des questions que vous devez vous poser. Mon plus grand conseil, c'est de demander à votre entourage qu'est-ce qu'eux en pensent, c'est quoi leur expérience avec leur banque, qu'est-ce qu'ils vous conseillent. Des fois, il y a des gens qui sont pas du tout satisfaits avec leur banque, mais qui veulent juste pas changer parce que c'est trop compliqué pour eux. Informez-vous avant de faire un choix sur c'est quoi les types de comptes qui sont offerts, c'est quoi leur clientèle. Il y a des banques qui visent vraiment les jeunes, donc qui n'ont pas de frais d'intérêt sur leur compte, c'est vraiment pour les jeunes ou c'est vraiment pour un autre public qui sont pour les entreprises, donc si vous êtes entrepreneur, ça peut être intéressant. Finalement, comment faire un budget si on a un revenu instable? J'ai souvent parlé de comment faire un budget si vous avez un revenu qui est un petit peu plus fixe, mais quoi faire si vous avez un revenu qui est pas stable, vous êtes étudiant, vous travaillez en temps partiel, vous êtes serveur, qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là? Si vous êtes dans une situation similaire que les 6 derniers mois, vous pouvez utiliser ces 6 derniers mois-là comme moyenne, donc vos revenus et vos dépenses pour voir de quoi peut avoir l'air votre budget, parce qu'avec juste un mois, vous ne pourrez pas avoir une super bonne idée. Vous pouvez même décider de le faire sur 12 mois, c'est sûr que c'est un petit peu plus de temps, mais une fois que votre budget va être fait et que votre structure va être faite, vous pouvez clairement utiliser ce budget-là à long terme. Il y a beaucoup de gens qui oublient d'inclure l'épargne dans leur budget, fait que n'oubliez pas d'inclure quelques dollars minimum par mois pour l'épargne. Si vous l'incluez dans votre budget, vous êtes comme forcé à le faire comme une dépense, donc vous n'allez pas toucher à cet argent-là, vous allez le mettre directement dans votre épargne. Et si ça vous prend de le mettre dans votre budget ou de le transférer tout de suite quand vous avez votre paye pour ne pas y penser et ne pas y toucher, faites-le. Et finalement, si vous vous sentez à l'aise, je conseille vraiment de faire un virement automatique de votre compte vers votre compte épargne à chaque mois, à chaque semaine, à chaque paye, dépendant de qu'est-ce qui est mieux pour vous. Depuis plusieurs années, j'ai un transfert qui se fait à chaque vendredi de mon compte chèque et qui s'en va dans mon compte d'épargne. Même si c'est 20 $ par semaine, par mois, cet argent-là s'accumule à long terme, fait qu'il n'y a jamais de trop petits montants. Faites qu'est-ce que vous pouvez et si vous sentez assez à l'aise, faites-le automatiquement, sinon essayez d'y penser le plus souvent possible. Donc à chaque paye, mettez un montant de côté, vous allez vous remercier plus tard. Donc c'est toutes les questions auxquelles je vais répondre aujourd'hui. Si vous voulez participer à la prochaine édition de cette vidéo-là, laissez-moi vos questions dans les commentaires ou en DM sur Instagram. Et n'oubliez pas de me suivre sur Instagram si vous voulez participer à ce genre de vidéo-là et que vous voulez rien manquer quand je ne publie pas sur YouTube. Donc c'est tout, j'espère que vous avez apprécié et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!